Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cette longue vidéo où on va parler de la face cachée du système solaire. Nous avons répertorié 4 planètes telluriques, 4 planètes rocheuses, des dizaines de planètes naines, des centaines de lunes et des millions de comètes et astéroïdes. Et pourtant, des théories obscures ont émergé au fil du temps, présentant des planètes et des autres corps célestes dont l'existence n'a jamais été prouvée. Planète X, impacteurs, géantes gazeuses invisibles, trous noirs, délire paranoïaque, vous allez voir que les sujets ne manquent pas. En anglais, ça porte même un nom, Ghost Planet, littéralement en français, planète fantôme. En vérité, on va pas parler que de planètes, mais également de lunes et d'étoiles, même si tout est regroupé sur le terme de planète fantôme. Seulement, il est impossible d'en faire le tour. En effet, des centaines d'astronomes ont théorisé des centaines de planètes différentes qui n'ont jamais été prouvées. J'ai donc trié sur le volet les sujets les plus connus, les plus intrigants et les plus dérangeants. Et le tout sous forme d'un format iceberg. Pour ceux qui ne savent pas, même si c'est un format très répandu, les vidéos iceberg sont l'équivalent moderne du terrier de lapin. Plus on s'enfonce dans ses strates et ses couches les plus sombres, plus on tombe sur des sujets méconnus et obscurs. Bienvenue dans l'iceberg des planètes fantômes. Bienvenue dans la face cachée du système solaire. On commence cette première strate, cette première couche, avec les sujets les plus connus. La planète X. La planète X est de très loin la planète fantôme la plus connue à ce jour. En tout cas, c'est celle qui a fait couler le plus d'encre. C'est celle qui a fait le plus de bruit. Et ça dure maintenant depuis 2 siècles. Après la découverte d'Uranus par William Herschel en 1781, les astronomes constatent des perturbations gravitationnelles dans son orbite, qui pourraient s'expliquer par la présence d'une autre planète derrière elle. Cette théorie se confirmera avec la découverte de Neptune en 1846. Sauf que Neptune, justement, présente également des irrégularités, comme si les 2 planètes étaient perturbées par une autre source gravitationnelle. C'est comme ça qu'est théorisée la planète X, X étant le symbole de l'inconnu en physique et en mathématiques. Le plus grand artisan de cette théorie, c'est Percival Lowell, qui était fasciné par cette possible planète qui pouvait le rendre riche et célèbre si elle était détectée grâce à lui. Il tentera par tous les moyens de la trouver dans l'observatoire qui porte son nom en Arizona à partir de 1906. 10 ans plus tard, en 1916, Lowell décède, et peu de monde daigne à reprendre le flambeau. En 1930, Clyde Tombaugh, un jeune astronome américain, découvre Pluton sur un coup de chance. Mais cette planète est bien trop légère pour influencer 2 géantes glacées comme Uranus et Neptune. Pluton n'est donc pas, et n'a jamais été, la planète X. De plus, les prédictions sur Neptune semblent tellement décalées avec la réalité que cette planète fantôme devrait se trouver assez proche derrière, et pas à des dizaines de milliards de kilomètres. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec une quasi-certitude que la planète X n'existe pas. Le passage de la sonde Voyager 2 dans les années 80 a montré que les anomalies dues à la masse de Neptune étaient en fait fausses. En gros, on pensait que Neptune était un petit peu plus légère qu'elle ne l'est réellement. Et c'est logique, comment est-ce que tu veux prédire l'influence gravitationnelle d'une planète si tu te gourres sur l'estimation de la masse de cette dite planète ? Le télescope WISE, spécialisé dans les infrarouges, n'a jamais trouvé une seule source d'infrarouge qui correspond aux critères d'une planète aussi massive. À moins d'un miracle, la planète X originelle, telle qu'elle a été décrite il y a plus de 150 ans, n'existe sans doute pas. L'Antiterre. Ok, celle-là elle est assez spéciale, c'est pas tant une théorie qu'une expérience de pensée et qui est dérivée de croyances extrêmement anciennes. Imaginez une planète rocheuse, similaire à la Terre, et exactement sur la même orbite, mais opposée à nous. Elle met donc une année terrestre à faire le tour du Soleil, mais comme elle est pile à l'opposé et derrière notre étoile par rapport à nous, on ne peut jamais l'observer depuis le sol.
Cette planète, on l'appelle l'anti-Terre. Elle est souvent citée dans des livres prophétiques ou même dans la fiction moderne. Si aujourd'hui c'est une simple expérience de pensée, l'anti-Terre était autrefois la représentation physique ou symbolique de l'enfer, ou bien d'une réalité parallèle. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'un monde totalement similaire au nôtre. En vérité, on sait aujourd'hui que l'anti-Terre n'existe pas, parce qu'on est directement allé voir en fait. Avec les sondes spatiales et la relativité générale, on sait qu'il n'y a rien aux antipodes de la Terre, et quand bien même si c'était le cas, ce serait physiquement impossible. En fait, si, ce serait possible, mais pas éternellement. Si deux planètes partagent exactement la même orbite, elles s'influenceraient significativement l'une l'autre. C'est pour cette raison que Mercure, Vénus et Mars peuvent s'approcher parfois de la Terre à quelques dizaines de millions de kilomètres en fonction de leurs orbites, mais simplement parce qu'elles ne sont pas sur les mêmes orbites, justement, ça dépend des configurations. Et encore heureux parce que sinon ce serait la fin du monde. Et la fin du monde, ce n'est pas très bon pour la santé. Selon nos modèles actuels, il ne suffit que de quelques dizaines de milliers d'années pour qu'elles se déstabilisent et finissent soit par s'éjecter, soit par une collision, formant un cataclysme planétaire. Si jamais une anti-Terre ait réellement existé pendant la formation du système solaire, elle aurait déjà été détruite, depuis des milliards d'années. Theia. Les missions Apollo ont rapporté des centaines de kilos de roches lunaires, qui seront analysées par la NASA et des laboratoires. Celles-ci ont montré que la composition du régolithe lunaire est similaire à la Terre, et partage de nombreux points communs géologiques. Ça a mené à une théorie, qui explique que la Lune est le résultat de débris suite à une collision entre la Terre et un petit impacteur, qu'on appelle Theia. Cette hypothèse est extrêmement célèbre et a radicalement changé la façon de voir les choses, notamment sur la formation de la Lune. Mais bien que nous n'ayons aucune preuve matérielle, cette théorie est extrêmement solide. Theia aurait percuté la Terre il y a 4,4 milliards d'années, provoquant un cataclysme et dispersé dans son orbite une énorme quantité de débris, qui se sont rassemblés en un seul gros, qui fera le ménage par la suite, la Lune. Ça explique aussi pourquoi la rotation de la Terre a ralenti depuis. La Lune serait donc un bout de la Terre mélangé avec Theia. Mais du coup, d'où vient-elle? Eh ben, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Ce planétoïde pas bien grand ne pèserait que 10% de la masse de la Terre. Une étude récente de 2019 suggère qu'il viendrait du système solaire lointain, avec une orbite très elliptique. En s'approchant trop près de la Terre, cette dernière l'aurait emmené dans son sillage et provoqué une collision inévitable. Et puis, il y a une autre théorie, celle que Theia est la véritable anti-Terre. Une planète qui s'est formée sur la même orbite que la nôtre, mais à un autre endroit, si possible, à l'opposé. Et comme la cohabitation sur la même orbite est impossible, les deux se sont déstabilisés l'une l'autre et ça a fini par avoir une collision inévitable. Et parmi les multiples planètes fantômes qui ont existé dans le passé mais qui n'existent plus aujourd'hui, c'est l'une des plus crédibles. Vulcain. Après avoir découvert Neptune en 1846, Urbain Le Verrier s'est attaqué à un autre problème, celle de l'orbite de Mercure. Notre voisine a une orbite elliptique autour du Soleil. Elle se trouve à 46 millions de kilomètres quand elle est au plus près et 70 millions quand elle est au plus loin, ce qui donne une variation énorme de 35%. Pourtant, on a vite remarqué que le périhélie, l'endroit de l'orbite de Mercure quand elle est au plus près du Soleil, avançait plus vite dans le temps que ce que les modèles prévoyaient, comme si l'orbite changeait dans l'espace à chaque révolution. Pour expliquer cette anomalie, il a théorisé l'existence d'une planète qu'il a nommée Vulcain en 1859, en hommage au dieu mythologique romain des forgerons et des volcans. Vulcain se situerait entre Mercure et le Soleil, et perturberait l'orbite de sa voisine en l'avançant à chaque révolution autour de notre étoile. Disons que gravitationnellement, selon le modèle de la physique newtonienne, c'est parfaitement crédible. Mais surtout, une planète aussi proche aurait une température de surface tellement chaude qu'elle en deviendrait une planète de lave en fusion, un enfer plus extrême encore que Vénus. Pendant des décennies, personne n'a jamais pu trouver Vulcain, jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale en 1915 résout indirectement le problème de Mercure,
En étant aussi près du Soleil, ce dernier courbe l'espace-temps tellement fort qu'il fait avancer constamment le périhélie de Mercure et accélère naturellement les objets proches, ce qui explique la récession de la planète. Sauf qu'à l'époque de Le Verrier, on n'appréhendait pas cette notion d'espace-temps. On se concentrait uniquement sur la physique telle qu'elle était décrite par Newton, et aussi par les lois de Kepler, qui sont d'ailleurs toujours valides aujourd'hui, mais elles ont été complétées par Einstein. Vulcain n'existe pas, et dans tous les cas, il est très improbable d'avoir une planète qui tourne autour du Soleil devant Mercure. Le tout sans se faire éjecter, sans se faire disloquer par les forces de marée. Bref, on sait qu'aujourd'hui, il y a sans doute rien là-bas. La planète 9. La planète 9, à ne pas confondre avec la planète X, c'est une théorie qui date de 2015, donc qui est très récente, et qui a fait le tour d'Internet. Et pas que d'Internet d'ailleurs, le tour de tous les médias. Contrairement à la planète X, qui celle-ci n'existe sans doute pas, la planète 9 est une théorie extrêmement sérieuse. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais le sujet est tellement connu qu'il est impossible de passer au travers des mailles du filet. Même si j'ai pas de filet, c'est une métaphore, t'as compris. Elle a été théorisée par Mike Brown, célèbre astronome américain qui a découvert un nombre tellement considérable de petites planètes naines aux confins du système solaire que ça a mené indirectement à la rétrogradation de Pluton, qui n'est à ce jour plus considéré comme une planète classique, mais comme une planète naine, justement. Le tueur de Pluton, c'est comme ça que certains le surnomment. Et vous savez quoi? Il adore ce surnom. En 2015, Mike et son assistant Constantin Batygin ont analysé l'orbite de milliers de comètes, astéroïdes et planètes naines qui ont une orbite elliptique qui les emmène à des dizaines de milliards de kilomètres du Soleil. La majorité des comètes observées semblent avoir une direction préférentielle, c'est-à-dire que leur inclinaison par rapport au plan de l'écliptique et leur orbite sont similaires. Et ça, c'est pas banal. Bah ouais, on devrait avoir des orbites assez aléatoires, mais quelque chose semble perturber le système solaire lointain. Après des tonnes de simulations informatiques, ils en sont arrivés à la conclusion que ce modèle est fiable si on rajoute dans l'équation une planète lointaine, qui sera nommée la planète 9. Et ouais, le tueur de Pluton, qui était avant l'ancienne 9e planète, propose à la place une véritable 9e planète. J'avoue, faut le faire. Cette planète 9 serait rocheuse, mesurant 2 à 4 fois le diamètre de la Terre et 5 à 10 fois plus massive. Elle se trouverait entre 37 et 120 milliards de kilomètres, soit quasiment 80 fois plus loin que la Terre en moyenne, et avec une période de révolution de 20 000 ans. Si c'est le cas, ça voudrait dire que depuis la construction des pyramides d'Égypte il y a 4000 ans jusqu'à aujourd'hui, la planète 9 n'aurait accompli que 20% de son orbite autour de notre étoile. Compte tenu de sa distance, la lumière qu'elle reçoit du Soleil serait des millions de fois moins importante que sur Terre. En gros, ce serait quasiment la nuit complète, même en plein jour. Elle aurait un cœur rocheux, un manteau complètement glacé et une température de surface de moins 220 degrés. Sa position exacte est inconnue, et avec la quantité absurdement faible de lumière qu'elle reflète, Mike Brown et son équipe ne l'a toujours pas découvert, ni même détecté gravitationnellement ou par des images infrarouges. Peut-être qu'elle est tellement sombre et lointaine qu'elle est masquée, littéralement, par le plan cosmique, en gros le noir profond de l'espace. Si jamais c'est vrai, ce serait une découverte exceptionnelle, et le prix Nobel ne serait qu'une formalité. Il y a beaucoup d'espoir, car cette théorie s'appuie sur un atout que beaucoup d'astronomes avant lui n'avaient pas en leur temps, les simulations informatiques. D'ailleurs, il existe une variation de la planète 9, une planète fantôme du nom de Tyche, qui serait une géante gazeuse et qui expliquerait des anomalies au niveau du mouvement des comètes dans le nuage de Oort. Et ça pourrait aussi expliquer le mystère de la falaise de Kuiper, un sujet que j'ai déjà évoqué dans ni plus ni moins que la vidéo la plus vue de ma chaîne. L'hypothèse de Tyche est totalement abandonnée aujourd'hui, parce que les télescopes spatiaux qui ont analysé cette région du ciel lointain n'ont trouvé aucune source de planète extrêmement grande, une planète gazeuse. Mais concernant la planète 9, c'est extrêmement plausible, et les recherches continuent.
And all those people who are mad that Pluto is no longer a planet can be thrilled to know that there's a real planet out there still to be found. On a désormais fini la première strate de l'iceberg et on va rentrer dans la deuxième, celle des sujets peu connus. Ce que j'appelle des sujets peu connus, ce sont finalement des sujets de niche, qui sont restés un petit peu dans le domaine scientifique et qui n'ont jamais vraiment fait la une des grands médias, dans le sens où vous l'avez pas forcément entendu dans le JT. Oui, j'ai changé de lumière, vous avez vu? À chaque strate, sa petite lumière. On va aller un petit peu plus vite sur chaque sujet parce qu'il y a moins de choses à dire, mais en même temps il y en a beaucoup plus. Hyperion. Hyperion est le nom d'une lune planétaire autour de Saturne, qui ressemble à une grosse patate de 300 km de diamètre. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le nom attribué à une planète fantôme qui se situe aux confins du système solaire et qui a un lien direct avec la planète X. Après la découverte de Neptune, le physicien français Jacques Babinet publie un article qui explique que même si Urbain Le Verrier a résolu un petit peu les anomalies d'Uranus, ça ne suffit pas pour résoudre tout le problème. En gros, c'est lui qui va en partie démarrer le mythe de la planète X. Mais Babinet ne s'est pas contenté de dire « il y a une planète et il faut la chercher ». Non, lui il a carrément proposé un modèle du nom d'Hyperion. Selon ses calculs, elle serait 12 fois plus massive que la Terre, orbiterait à 7,5 milliards de kilomètres contre 4,5 pour Neptune, et ferait un tour complet autour du Soleil en 336 ans. Évidemment, Hyperion n'a jamais été trouvé, et on sait qu'il n'y a pas de planète aussi massive, aussi proche dans le système solaire extérieur. Le Verrier contredira la thèse de Babinet, mais il admet quand même que c'est une excellente base pour rechercher une 9e planète. Chiron. En 1861, l'astronome Hermann Meyer Salomon Goldschmidt prétend avoir découvert une lune autour de Saturne, orbitant entre Titan, la plus grosse lune du système planétaire, et Hyperion. Hyperion, la lune de Saturne, hein, pas Hyperion, la planète proposée par Babinet qu'on a vu juste avant. Ouais, les noms c'est compliqué. Goldschmidt n'a jamais pu prouver l'existence de cette lune. Il n'a rapporté l'observation qu'une seule fois, sans jamais avoir la confirmation d'autres astronomes. Justement, pour découvrir un objet céleste, il est important d'observer la région du ciel en question à plusieurs reprises, et surtout, croiser les expériences avec d'autres scientifiques. Parce que ouais, s'il ne fallait qu'une seule personne dans une seule situation, on pourrait affirmer absolument tout et n'importe quoi. C'est marrant, ça me fait penser aux fantômes et aux phénomènes ovni. Les planètes de Pickering. William Henry Pickering, astronome américain et collègue de Percival Lowell, touche sa bille en planète. En 1930, Clyde Tombaugh découvre Pluton, mais lui c'est l'un des premiers à être très sceptique sur la question. Pas sur le fait que Pluton ait été découverte, ça c'est un fait, mais sur le fait que Pluton soit la planète X, ce que beaucoup pensaient à l'époque. Il se dit que c'est très bien, mais que Pluton, ce n'est pas la planète X, parce qu'elle est trop peu massive. À l'époque, beaucoup pensaient que Tombaugh avait résolu le problème de la planète X, mais lui-même savait que c'était pas le cas. Ça n'empêchera pas Pickering de théoriser l'existence de 7 planètes fantômes, toutes sur des orbites différentes, et portant les noms de O, P, Q, R, S, T et U. En voilà des noms bien moches. Le mec avait pas beaucoup d'inspiration. Je veux dire, quand Thomas Jefferson, un autre astronome de son temps, avait proposé un monde océan qu'il appelait Oceanus, c'est la classe, c'est un joli nom avec une consonance latine. Bon, c'est aussi une planète fantôme qui n'a jamais existé non plus. Alors que là, la planète U quoi. C'est nul. Mais Pickering, c'est pas juste quelqu'un qui veut théoriser plein de planètes pour être connu. En fait, chaque planète était un possible modèle théorique pour expliquer la planète X. Donc c'était pas déconnant à la base, même si aucune d'entre elles n'a été confirmée. L'impacteur d'Uranus. Uranus possède une caractéristique unique que les autres planètes n'ont pas, son axe de rotation. L'axe de rotation mesure à quel point une planète est inclinée par rapport à sa trajectoire en orbite autour du Soleil. En gros, la différence entre l'axe des pôles et le plan de l'écliptique.
Une planète avec aucune inclinaison comme Mercure a un axe d'épaule parfaitement perpendiculaire avec la trajectoire de son orbite. L'axe de rotation de la Terre est d'environ 23 degrés, ce qui explique les saisons et les durées d'ensoleillement qui sont différentes entre l'été, le printemps, l'automne et l'hiver dans chaque hémisphère. Vénus a un axe de rotation de 180 degrés, ce qui veut dire qu'elle tourne à l'envers par rapport aux autres, c'est-à-dire que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Eh bien, Uranus est incliné de 97 degrés. L'axe de ses pôles est quasiment parallèle avec celui du plan de l'écliptique. Du coup, elle roule littéralement sur son orbite. Uranus est couché sur son orbite, et ça, c'est pas normal. Un jour sur Uranus, c'est 17 heures, c'est-à-dire qu'elle met 17 heures et 14 minutes pour être précis à tourner sur elle-même, à faire une rotation complète. Donc si vous vous trouvez à l'équateur, puisqu'elle roule sur son orbite, vous avez 8h30 de jour, où le soleil est plutôt bas dans le ciel, et 8h30 de nuit. Mais si vous vous trouvez au pôle, vous avez 42 ans de jour, et 42 ans où vous êtes plongé dans l'obscurité, ce qui fait les 84 ans de la révolution d'Uranus autour du soleil. Rien dans la formation du système solaire ne peut justifier une pareille anomalie. La théorie majeure pour expliquer ce phénomène est qu'Uranus aurait été percuté par une énorme planète il y a environ 3 milliards d'années. Le choc provoqué par le cataclysme est tellement énorme qu'elle a fait basculer la planète sur elle-même tout en conservant son inertie de rotation. Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas si cet impacteur d'Uranus a existé et s'il reste des vestiges de cette collision. Une autre hypothèse suggère qu'Uranus aurait eu un satellite avec une orbite particulière et une influence suffisante pour faire pencher la planète progressivement au fur et à mesure que les centaines de millions d'années s'écoulent. Si jamais l'une des deux théories est vraie, ça ouvrirait pas mal de perspectives. Mais bon, perso, je préfère la version du cataclysme. C'est plus rigolo. Les vulcanoïdes. Vous vous souvenez de Vulcain, la planète entre Mercure et le Soleil dont j'ai parlé en début de vidéo? Eh ben l'histoire n'est pas terminée, parce que si Vulcain est très célèbre, ce qui suit l'est beaucoup moins. Selon cette théorie, la planète Vulcain aurait existé pour de vrai dans un lointain passé, mais se serait disloquée à cause de la trop forte gravité du Soleil. Ces milliards de morceaux, à peine plus gros qu'un astéroïde, auraient formé une ceinture d'astéroïdes extrêmement difficile à détecter à cause de leur petite taille et de la lumière du soleil qui brouille les images radars et les télescopes. Les débris de cette planète fantôme sont appelés les vulcanoïdes. Avouez que le nom est assez classe, c'est mieux que la planète U. Une autre hypothèse suggère que Vulcain ne se serait pas disloqué d'elle-même à cause des forces de marée du Soleil, mais se serait disloqué suite à l'impact avec Mercure, une collision entre les deux planètes. Mais le résultat reviendrait au même, à ceci près que les vulcanoïdes seraient à la fois des bouts de Vulcain et de Mercure. Vous connaissez peut-être SOHO, la sonde spatiale partie dans l'espace en 1995 pour étudier le Soleil. Construite par la NASA et l'agence européenne et prévue pour 2 ans de mission, 30 ans après, en 2025, elle est toujours en activité. Les connaissances sur notre étoile apportées par la sonde sont colossales. SOHO a essayé de détecter par radar et par infrarouge la trace de possibles vulcanoïdes, mais sans succès. Aucun d'entre eux n'a été découvert et si jamais ils ont existé, la gravité du Soleil ou de Mercure aurait déjà fait le ménage. C'est dommage. Parce que ça aurait été cool si on avait une deuxième ceinture d'astéroïdes proche de chez nous. Brahma et Vishnu. Dans un très vieil épisode, j'ai parlé de la loi de Titius-Bode, énoncée par Johann Titus et Johann Elert Bode. Oui, les deux s'appellent Johann, c'est rigolo. J'adore rire. La loi stipule qu'il existe un ordre proportionnel entre les orbites des planètes. Chacune d'entre elles serait 2 fois plus éloignée que la précédente. Mars est 2 à 3 fois plus proche du Soleil que ne l'est Jupiter, donc c'est pas très précis. Mais par contre, Jupiter est quasiment 2 fois plus proche du Soleil que de Saturne. Et quand on a découvert en 1781 Uranus par William Herschel, on a calculé que son orbite était environ 2 fois plus loin que Saturne. Donc la loi de Titius-Bode semble respectée. Et puis arrive Neptune, qui ne se trouve pas 2 fois plus loin qu'Uranus. Et ça c'est pas bien, parce que ça casse la loi. En 1911,
l'astronome indien Venkatesh Petakar affirme que Neptune est une anomalie et propose 2 planètes hypothétiques pour combler la loi de Titus-Bode, qu'il nommera Brahma et Vishnu. Brahma serait situé à 40 unités astronomiques, soit 2 fois plus loin qu'Uranus, et Vishnu 4 fois plus loin. Sauf qu'entre-temps, Pluton est découvert, qui se trouve à 30 unités astronomiques, un peu plus de 5 milliards de kilomètres en moyenne, ce qui n'est pas 2 fois plus loin ni d'Uranus, ni de Neptune. Donc la loi est encore cassée, et les planètes de Petakar n'ont jamais été confirmées. On sait aujourd'hui que la loi de Titus-Bode est fausse. Elle a été énoncée dans un contexte historique où on pensait, un petit peu comme Johannes Kepler, un autre mec qui s'appelle Johannes, qui stipulait que l'univers pouvait s'expliquer par des règles mathématiques simples pour préserver une sorte d'harmonie. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Les lunes de la Terre. Au fil de l'histoire, un nombre considérable de gens ont théorisé l'existence d'un 2e satellite naturel en orbite autour de la Terre. Une autre lune que la Lune. Au 19e siècle, Frédéric Petit a théorisé un satellite dont l'orbite est très elliptique, 3500 km au plus loin et 11,7 km au plus près, c'est-à-dire l'altitude de croisière d'un avion de ligne. À l'époque, on ne connaissait pas toutes les propriétés de la gravité et de l'atmosphère terrestre, mais aujourd'hui, une telle orbite est inconcevable. On a aussi plein de lunes ou de versions symboliques de la Lune qui ont été proposées par l'astrologie et d'autres courants New Age. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez ce que je pense de ce genre de truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Terre a déjà eu un 2e satellite. En fait, la Terre a déjà eu plusieurs 2e satellites, mais temporairement, et pas plusieurs à la fois. J'ai déjà parlé de 2006 RH-120, un astéroïde géocroiseur qui s'est approché de la Terre et qui a été capturé par la gravité de celle-ci. Pendant près d'1 an, entre 2006 et 2007, le petit objet a effectué plusieurs rotations complètement chaotiques autour de notre planète, avant qu'il ne s'approche de la Lune, la vraie, qui, elle, l'a éjecté à nouveau vers une orbite solaire. Depuis 2006 RH-120, on a découvert d'autres cas similaires. Donc statistiquement, si déjà là on en détecte 2-3 avec nos instruments modernes, ça voudrait dire que la Terre a déjà capturé des millions de petits astéroïdes dans toute son histoire depuis 4,5 milliards d'années, astéroïdes qui ont effectué quelques petites orbites un peu chaotiques avant de retourner vers une orbite solaire. Soit parce qu'elle a été éjectée par la Terre, soit parce que la Lune, qui a quand même une influence assez grande, a fait le ménage gravitationnellement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il n'y aura jamais une grosse 2e lune de la Terre, c'est que c'est impossible à cause de l'influence de la Lune. Et c'est dommage, franchement dommage. Mais bon, l'histoire de 2006 RH-120, c'est quand même assez classe. La lune de Mariner. Pour rester sur les lunes, on va parler une 3e et une dernière fois de Mercure. Et c'est vraiment l'un de mes sujets préférés de la vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'anomalie de Mariner. Le 3 septembre 1973, la NASA envoie dans l'espace la mythique sonde Mariner 10, destinée à survoler Vénus et Mercure. Elle atteindra cette dernière le 27 mars 1974 et effectuera un survol à 700 km au-dessus de la planète. C'était la première fois qu'une sonde spatiale s'approchait de Mercure, et c'était aussi le premier objet artificiel humain à visiter 2 planètes pendant la même mission. Sauf que le 25 mars, 2 jours avant le survol, un instrument de Mariner enregistre des émissions d'ultraviolet qui ne correspondent pas à Mercure, et qui n'est pas détecté durant le survol. Puis, le 30 mars, quelques jours après, les émissions UV réapparaissent, comme si la source était extérieure à Mercure. Forcément, de tels signaux de lumière font instinctivement penser à une étoile lointaine qui a été captée par erreur, mais les directions étaient totalement différentes durant ces 2 réceptions. Ça ressemble vachement à un satellite en orbite autour de Mercure. Et là, c'est l'effervescence à la NASA. En plus, ils ont calculé en fonction de la source que cette lune planétaire tournerait autour de Mercure à une vitesse d'environ 4 km par seconde, ce qui correspond parfaitement aux critères requis.
Alors que l'agence est sur le point d'organiser une conférence de presse pour parler du survol, le sujet de cette découverte en particulier est maintenu dans le secret. Sauf que l'info a rapidement fuité dans la presse. Et c'est comme ça qu'est née l'anomalie de Mariner. La désillusion viendra quand les analyses plus poussées de la sonde confirmera la source comme une étoile, 31 Crateris, qui se trouve à 1600 années-lumière de la Terre. En 2011, la sonde Messenger confirmera que Mercure ne possède aucun satellite naturel. L'impacteur d'Haumea. Haumea est une petite planète naine orbitant environ 6,5 milliards de kilomètres du Soleil en moyenne et qui a été découverte par Mike Brown en 2004. Oui, toujours le même. Mais bon, quand il s'agit de parler de planète naine, il est jamais bien loin. Haumea est de loin le corps céleste le plus starbé du système solaire. Elle effectue un tour complet sur elle-même en 4 heures terrestres. C'est si rapide que l'effet centrifuge aplatit les pôles et bombe l'équateur. Un peu comme la Terre. Sauf que pour nous, la différence n'est pas perceptible par l'œil humain, alors qu'Haumea ressemble littéralement à un ballon de rugby. En plus de ça, elle possède 2 satellites naturels ainsi qu'un petit anneau de glace très fin. Bref, le combo ultime pour l'un des corps célestes les plus étranges qui existent. Sa surface, bien que recouverte d'une fine couche de glace, possède une région qui réfléchit moins la lumière que d'habitude et qui s'apparente à une tache rougeâtre. Cette anomalie pourrait s'expliquer soit par un dépôt de poussière, plus important que prévu, soit comme un vestige d'une collision avec un autre corps céleste dans un lointain passé. Haumea pourrait avoir percuté une planète, un peu comme l'impacteur d'Uranus, ce qui expliquerait pourquoi elle tourne aussi vite sur elle-même, lui donnant par la même occasion cette forme aplatie. Quand la Terre s'est fait percuter par Theia, elle a altéré sa rotation qui a ralenti au fil du temps, parce que la Lune exerce une pression gravitationnelle sur nous, et on estime que la Terre devrait s'arrêter complètement de tourner d'ici une centaine de milliards d'années, donc bien après la mort du Soleil, si jamais la Terre est toujours là. Mais Haumea, c'est exactement l'inverse. Ce choc aurait été tellement violent qu'il a accéléré sa rotation. Et comme les objets célestes ne sont pas rigides, mais ne tiennent que par la gravité, contrairement à une boule de bowling par exemple, Haumea aurait conservé sa rotation et donc nous donne cette forme de ballon de rugby. Nous n'avons pas de preuve matérielle de l'existence de cet impacteur d'Haumea. La majorité des illustrations que nous avons de cette planète naine sont soit des images radars, soit des simulations informatiques. Pour avoir de véritables photos, il faut y envoyer une sonde. Mais une sonde pour visiter Haumea, ça coûte des milliards de dollars, et en passant près de Jupiter pour avoir une assistance gravitationnelle et aller plus vite, elle prendrait au minimum 15 ans. Donc c'est pas demain la veille qu'on aura percé ce mystère. Enio et Bellona. Aujourd'hui, le consensus sur la formation du système solaire, c'est qu'il s'est formé suite à l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussière. Le Soleil a commencé ses réactions thermonucléaires et donc a brillé, ce qui a créé un disque protoplanétaire autour de lui, et ce disque a ensuite formé les planètes, puis les restes, donc la ceinture d'astéroïdes, le réservoir de comètes, la ceinture de Kuiper, etc. Michael Wolfson, un astrophysicien né en 1927 et spécialisé dans la formation de systèmes planétaires, n'est pas d'accord avec ce consensus. Pour lui, le système solaire est né de l'interaction du Soleil qui existait déjà avant avec une autre étoile qui s'est approchée et qui a laissé s'échapper énormément de gaz et de poussière pour former le disque protoplanétaire. En gros, les planètes, comètes et astéroïdes se sont formés bien après le Soleil. Et dans son modèle, les planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ne fonctionnent que si on rajoute 2 autres planètes dans l'équation, qui baptise Enio et Bellona, et qui tous deux se trouvent entre Mars et Jupiter. Elles auraient été intégralement détruites à cause des interactions gravitationnelles et les restes formeraient la ceinture d'astéroïdes. Problème, Wolfson n'a jamais fait l'unanimité avec sa théorie. Et après son décès à l'âge honorable de 92 ans en 2010, ses travaux n'ont jamais mené à une découverte de ces planètes fantômes. La 5e planète.
Pour rester dans le thème, beaucoup ont théorisé l'existence d'une 5e planète rocheuse qui se trouverait entre Mars et Jupiter. Michael Wolfson, toujours le même, a émis l'hypothèse de Krypton, une planète qui aurait existé par le passé et qui a été détruite, et dont les débris formeraient la ceinture d'astéroïdes. Et il appelle Krypton en référence à la planète de Superman dans les comics. En 2002, John Chambers et Jack Lee Sauer proposent la planète 5, qui aurait été secouée gravitationnellement par Jupiter. En s'approchant trop près de la géante gazeuse, cette dernière l'aurait envoyée soit directement vers le Soleil, soit elle lui a imprimé une vitesse tellement forte qu'elle s'est barrée dans le milieu interstellaire. Ce scénario se serait déroulé il y a plusieurs milliards d'années. Ça collerait avec la période du grand bombardement tardif il y a 3,8 milliards d'années, une période où la Terre et Mars ont été percutés par un nombre anormal d'astéroïdes et de comètes. Et dans ce cas précis, ces astéroïdes sont des débris de la planète 5. On a aussi Phaéton, proposé par Heinrich Olbers et Johann Titius au XVIIIe siècle. Johann Titius, le même qui a proposé la loi de Titius-Bode, était persuadé qu'il devait y avoir une planète 2 fois plus loin que Mars, mais sans que ce soit Jupiter, planète qu'il va baptiser Phaéton. Si on ne la trouve plus aujourd'hui, c'est parce que Phaéton n'existe plus à cause de l'influence de Jupiter, qui, encore une fois, aurait provoqué un cataclysme. Parmi ces 3 théories, celle de la planète 5 est assez solide parce qu'elle est basée sur des simulations informatiques, même si aucune preuve n'a été apportée. Krypton repose sur le modèle de Wolfson, de formation de système solaire, qui n'a jamais fait l'unanimité, donc c'est pas vraiment crédible. Quant à Phaéton, elle est totalement invalide, parce qu'elle se repose sur la loi de Titius-Bode, qui est obsolète. En plus, ça avait provoqué d'énormes controverses à l'époque, entre ceux qui estimaient que la physique pouvait s'expliquer par l'harmonie des maths, et ceux qui défendaient une vision beaucoup plus chaotique de l'univers. Visiblement, que ce soit sur YouTube ou dans l'espace, quand on s'appelle Phaéton, on a le don de provoquer la discorde entre 2 camps opposés. Chrysalis. Ok, on va jouer un petit jeu. Voici Saturne, mais sans ses anneaux. C'est perturbant, hein? C'est normal. On est tellement habitué à associer Saturne avec ses anneaux qu'on ne peut que la représenter comme ça. Pourtant, bien qu'immense, avec de multiples couches et des centaines de milliers de kilomètres de circonférence, les anneaux ne pèsent pas bien lourd. 15,4 millions de milliards de tonnes. Non mais c'est vraiment léger, hein. Ça fait 0,4% de la masse de la Lune. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que les anneaux de Saturne sont les débris d'une lune de glace qui s'est entièrement disloquée parce qu'elle s'est approchée trop près de la planète. En 2022, une équipe de chercheurs du MIT a utilisé les données de la sonde Cassini et selon leur modèle, une ancienne lune aurait été détruite par la gravité de Saturne il y a 100 ou 200 millions d'années. 99% de ces débris sont tombés dans la haute atmosphère et les 1% de survivants sont restés en orbite et formé les anneaux qu'on connaît. En d'autres termes, les anneaux de Saturne, c'est 1% des débris d'une lune qui a disparu. Cette lune, que le MIT appelle Chrysalis, est actuellement l'une des planètes fantômes, ou en l'occurrence ici lune fantôme, qui a le plus de chances d'exister. Enfin, d'exister, qui a existé et aujourd'hui n'existe plus. Et c'est d'ailleurs très certainement comme ça que les anneaux planétaires se forment. Et pas que sur Saturne. Haumea possède des anneaux, mais aussi Jupiter, Uranus et Neptune. Ils sont juste invisibles à l'œil nu parce qu'ils sont extrêmement fins. Et j'espère que dans les prochaines années, on aura plus d'informations sur ce sujet. On a désormais fini la partie des nombreux sujets qui sont peu connus. Et il est temps de rentrer dans la 3e et la dernière catégorie que j'appelle les sujets obscurs. Bienvenue dans la partie des sujets obscurs. Je précise ce mot non pas dans le sens de la popularité ou de l'impopularité, mais plutôt dans le sens de l'étrangeté, ou même la controverse. Soit ce sont des corps célestes complètement barrés, soit ce sont des hypothèses émises par des gens très controversés qui ont une influence négative. Bienvenue dans la dernière partie de l'iceberg. Némésis.
En 1984, les paléontologues David Raup et Jack Sepkoski ont théorisé l'idée que les extinctions de masse qu'a connues la vie sur Terre depuis maintenant 440 millions d'années n'arrivent pas par hasard, mais une fois tous les 26 millions d'années. Ça voudrait dire que certaines extinctions sont passées inaperçues et n'ont pas encore été relevées. Cette hypothèse est très controversée parce qu'elle implique une régularité qui n'est pas propre au climat terrestre, mais plutôt à une cause astronomique. Et en se basant sur cette hypothèse, le physicien Richard Muller propose sa théorie la plus célèbre, celle de Némésis, du nom de la déesse de la vengeance. Selon cette théorie, le Soleil n'est pas la seule étoile du système solaire, car Némésis est son compagnon caché. Ce serait une naine brune, une étoile qui n'a pas enclenché ses réactions thermonucléaires et qui brille très peu, une étoile ratée en quelque sorte, mais une étoile qui serait 80 fois plus massive que Jupiter, elle-même déjà plus massive que toutes les autres planètes réunies. Son orbite est extrêmement elliptique et son aphélie l'emmène à presque une année-lumière du Soleil, avec une révolution complète une fois tous les 26 millions d'années. À chaque fois qu'elle s'approche très près du système solaire intérieur, elle emmène dans son sillage des milliers de comètes qui s'éparpillent et qui s'écrasent parfois sur les planètes, y compris la Terre, provoquant ainsi des extinctions de masse du même style que celle qui a accéléré la transition des dinosaures il y a 66 millions d'années et éliminant par la même occasion 50% des espèces animales et végétales. Cette théorie a fait couler beaucoup d'encre, en plus d'avoir été reprise par des délires New Age. Aujourd'hui, on sait que Némésis n'existe pas, parce qu'une étoile, aussi peu lumineuse, émet quand même une quantité considérable d'infrarouge. Et Némésis serait alors la deuxième source d'infrarouge dans le système solaire, derrière le Soleil. Des études plus récentes contredisent Richard Muller sur la question, et montrent qu'il n'y a pas de périodicité dans les extinctions de masse. Et surtout, si Némésis traverse le réservoir de comètes du nuage d'Oort, le vide entre chaque comète est tellement grand et s'étend sur des milliards de kilomètres. L'étoile, passant rapidement au travers, n'aurait bousculé l'orbite de quelques comètes tout au plus, et certainement pas des milliers. Mais bon, c'était bien tenté et ça a fait peur à beaucoup de monde. Nibiru. Alors là, c'est la petite parenthèse où on va rigoler. Bon, en vrai, on va pas rigoler parce que c'est pas super drôle. Nibiru est un personnage de la mythologie babylonienne, à l'époque de l'Empire akkadien, vers 1400 avant Jésus-Christ, et qui est la représentation du dieu Marduk, personnifié dans le ciel par la planète Jupiter. Et vous vous doutez bien, si vous suivez ma chaîne régulièrement, que des théories spatiales, qui se basent sur des mythologies anciennes, de civilisations mystérieuses et disparues, c'est quasi systématiquement de la bonne, grosse mais Zecharia Sitchin, né à Bakou en 1920, est un personnage très connu du monde de la pseudoscience, mais aussi logiquement très controversé. Si son travail consistait d'abord à traduire des anciennes tablettes sumériennes et babyloniennes, il va commencer à interpréter absolument tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi. Vous connaissez les Anunnaki? C'est un groupe de divinités dans la mythologie babylonienne. Et bah pour Sitchin, les Anunnaki sont une race d'extraterrestres violentes qui moissonnent régulièrement la Terre. Ils sont associés à une planète fantôme du nom de Nibiru qui aurait une trajectoire très elliptique dans l'espace et dont la révolution complète mettrait 3600 ans, c'est-à-dire qu'elle s'approche très près de la Terre tous les 3 millénaires et demi. À chaque passage, Nibiru crée son lot de perturbations gravitationnelles et provoque des cataclysmes du style biblique sur la vie sur Terre et l'humanité. Selon Sitchin, la prochaine moisson contrôlée par les Anunnaki arrivera dans quelques centaines d'années. Et là, ça commence à poser problème, parce que si Sitchin n'a pas directement créé un culte autour de ça, ses adeptes les plus fidèles ont commencé à développer une sorte de psychose collective, qui sont évidemment promus et alimentés par les bouquins de Sitchin lui-même. Et ça, c'est pas une super bonne manière d'apprendre des trucs à des gens ou de leur éduquer des choses. C'est plutôt un moyen de les convaincre d'une sorte de délire paranoïaque, les laissant vivre avec la conviction profonde que l'apocalypse arrivera dans quelques siècles. Au fil du temps,
les membres les plus prosélytes ont commencé à propager leurs idées avec l'arrivée d'Internet. La conséquence résulte en une petite panique médiatique où chaque événement est associé à Nibiru. Même si Sitchin est décédé en 2010, ça n'a pas empêché ses suiveurs d'associer Nibiru avec le changement du calendrier Maya pour le 21 décembre 2012. Bref, c'est vraiment parti dans tous les sens. La NASA a été obligée d'intervenir et de publier des communiqués qui expliquaient que non, une planète lointaine n'allait pas foncer sur la Terre, voire la percuter. Bref, c'est un délire de toute pièce créé par un type très controversé qui est allé beaucoup trop loin, et qui s'est dit qu'interpréter des écrits babyloniens du 2e millénaire avant Jésus-Christ était un bon moyen d'avoir de l'influence dans les milieux New Age. Et si j'ai pas de problème avec les croyances de chacun, les exposer comme ça et surtout en créant des sortes de petites paniques dans la presse, c'est pas super sympa. Et d'ailleurs on aurait des traces de cette moisson extraterrestre tous les 3600 ans, non ? Bref, évidemment, il n'en est rien, et Nibiru n'existe pas. Le trou noir. Ok, pour terminer cette vidéo, on va reparler de la planète 9, vous savez, la planète de Mike Brown. Je vais faire court parce que j'ai déjà consacré un épisode entier sur le sujet, mais c'était juste impossible de ne pas le notifier ici. Des gens pensent que si la planète 9 est massive mais toujours introuvable, c'est parce que c'est un trou noir. Et pas n'importe lequel. Un trou noir primordial, de plusieurs fois la masse de la Terre et qui a été capturé par le Soleil il y a des millions d'années. Ce type de trou noir ne se forme pas suite à l'explosion d'une étoile morte. Ce sont des trous noirs issus de fluctuations de l'espace-temps juste après le Big Bang, donc aussi vieux que l'expansion de l'univers. Il n'a pas de disque d'accrétion, il est totalement invisible. Sa masse serait équivalente à celle de Neptune, et son horizon des événements serait large que de quelques centimètres. En d'autres termes, il est possible de le détecter gravitationnellement, mais impossible de l'observer directement. Les trous noirs primordiaux sont hypothétiques, et on n'a aucune preuve de leur existence. Mais s'ils existent, ça veut dire qu'on en trouverait partout dans l'univers, et ça ouvrirait à des perspectives extrêmement intéressantes, mais également terrifiante. L'iceberg est fini. J'espère que ce petit voyage dans les tréfonds du système solaire vous aura plu. J'ai pas abordé tous les sujets possibles parce qu'enfin il y en a des dizaines et des dizaines, la vidéo aurait duré beaucoup trop de temps, mais évidemment j'ai des conclusions à faire. Le système solaire est incomplet. Malgré les planètes, malgré les astéroïdes, etc., il est toujours possible d'en apprendre plus et même de découvrir des objets assez importants chaque année. Des objets dont on ne soupçonnait même pas l'existence, ou bien même en théoriser. Nous vivons dans un nouvel âge d'or de l'exploration spatiale et astronomique, alors autant en profiter. Mais surtout, beaucoup de théories sur les planètes fantômes sont apparues dans leur contexte historique, et généralement relayées à cause du manque d'informations. Beaucoup se sont trompés de bonne foi, d'autres théories se sont avérées être des désillusions, d'autres encore sont des arnaques relayées par des charlatans. Mais une infime partie de ces théories, comme Chrysalis, Theia ou même la planète 9, sont très intéressants et ont de bonnes chances d'être confirmées à l'avenir. En tout cas pour Theia, c'est quasiment confirmé, ça on le sait, c'est limite un consensus maintenant. Et en attendant, pour eux comme pour le reste, les recherches continuent. History shows us that it's a bad idea to consistently say we have now reached the end of the solar system and there's nothing beyond what we already know. Cette vidéo est à présent terminée en espérant qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était long mais c'était intense. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager un maximum cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la liker évidemment, à mettre la cloche pour ceux qui s'abonnent et qui veulent pas rater les prochaines notifications. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures cosmiques, et pas que cosmiques d'ailleurs. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut.